Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième numéro Equinoxoir depuis la capitale Yaoundé. Equinoxoir, c'est 19h21h, 18h20h, Greenwich Mean Time. Germaine Abiba Aïdjo, l'ancienne première dame, s'est éteinte la nuit dernière à l'hôpital principal de Dakar où elle vivait à l'âge de 89 ans. Elle décède 32 ans après celui qu'elle avait épousé en seconde noces en 1957. Elle va passer 22 ans aux côtés de Amadou Aïdjo en tant que première dame du pays. Germaine Abiba Aïdjo, c'est 38 années d'exil, dont 32 passées à lutter pour le retour de la dépouille de son défunt époux dans sa ville natale, Garoua, au nord Cameroun. Véritable pompe de discorde entre le régime de Yaoundé et la famille du président Aïdjo pour le pouvoir. Dès lors que le prédécesseur du président Biya avait été réhabilité, le retour de sa dépouille au Cameroun dépendait exclusivement de sa famille biologique. Du côté de la famille Aïdjo, Germaine Abiba laissait entendre jusqu'à sa mort qu'elle rentrerait à deux conditions. Premièrement, avec la certitude que son mari serait enterré avec les honneurs dus à un ancien chef de l'État. Deuxièmement, que son passeport camerounais lui soit restitué. En guise d'apaisement, le régime Biya va montrer quelques bonnes intentions depuis la brouille entre les deux hommes, après le putsch manqué du 6 avril 1984. Le président de la République a depuis confié des responsabilités de son administration à deux enfants Aïdjo. Badjika comme ambassadeur itinérant et Aminatou Aïdjo, président du conseil d'administration du palais de congrès de Yaoundé. Celle dont l'état de santé s'est dégradé ces derniers jours n'aura pas vu son vœu être exaucé, c'est-à-dire voir Amadou Aïdjo, son époux, quitter définitivement le cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal pour le nord du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Noufélé. On revient à Yaoundé pour deuxième partie Equinoxoir. Ce sera le temps du débrief. Germaine Abiba Aïdjo, morte à Dakar. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Abdoulaye Ado. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je salue les copanélistes. Je veux même dire bonne année à mes copanélistes parce qu'il faut dire que sur ton plateau, ça a quand même daté. Ouais, vous êtes là aujourd'hui. Voilà, vous êtes membre du comité exécutif de l'ANDP, Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Effectivement, c'est que... Ce que les autres appellent oui, le Politburo. Et également, je suis en charge comme secrétaire national de la communication de l'ANDP. Voilà. À côté de vous, c'est Samuel Ngamo, un habitué lorsque nous sommes à Yaoundé. Samuel Ngamo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, et merci de l'invitation. Vous êtes inspecteur pédagogique régional à la retraite de sciences de la vie et de la terre, oui. Anciennement sciences naturelles, anciennement biologie, c'est ça? Enseignement. Ça a tellement changé. Oui, vous avez un coup de gueule ce soir? Mais avant le coup de gueule, permettez-moi, comme nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une grande dame, oui. Je voudrais également rendre hommage à une dame qui est heureusement encore vivante, que j'ai rencontrée pendant mon parcours professionnel. Je l'ai connue comme enseignante de français, ensuite comme inspecteur pédagogique, ensuite comme chef d'établissement et finalement comme inspecteur général des enseignants. Oui. J'ai nommé Madame Poudingolé. Poudingolé, membre du conseil régional pour le littoral. Evelyne Poudingolé. Où elle est vice-présidente. Voilà. Donc bonsoir à docteur Evelyne Poudingolé. Bien, voilà. Merci. Maintenant que j'ai rendu hommage à cette grande dame également, oui. Une grosse calibre des enseignements au Cameroun, permettez-moi, puisqu'on parle d'enseignement, nous y sommes, d'observer ce qui se passe un peu à mon atelier. J'observe dans la semaine que Monsieur le préfet a pris une décision pour harmoniser une redistribution de travail dans son département. Et suite à cette décision, le ministre a réagi, le ministre des enseignements secondaires, pour remettre les pendules à l'heure.
Lorsque j'ai observé cela, je me suis dit, voilà un bel exemple de la décentralisation fortement centralisée à Yaoundé. Fortement centralisée à Yaoundé. Dans les textes, nous parlons de la décentralisation, mais sur le terrain, on observe qu'il y a toujours un va-et-vient entre le pouvoir central et les régions. Les élus. Et les régions. Déjà que le préfet, en intervenant, un préfet qu'il connaît très bien, très expérimenté, a certainement utilisé certains arguments juridiques qu'il a en termes de missions conférées au préfet. Mais comme notre arsenal juridique est toujours en retard, il y a des on prend des textes aujourd'hui qui viennent s'amoncer sur les textes anciens et on n'essaie pas de bien toujours réguler. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion des lycées, des collèges et lycées revient au conseil régional. Et de ce fait, je ne vois pas ce que le préfet, lui aussi, il venait faire dans cette gestion. Je ne vois pas ce qu'il venait faire. Mais le connaissant, je pense très bien qu'il voulait résoudre des problèmes ponctuels et réels qui existent. Okay. Donc c'est pour interpeller le conseil régional de véritablement se mettre au travail et prendre en charge ces missions. On ne les sent pas bouger. Prendre en charge ces missions, parmi lesquelles une mission noble qui est celle de la gestion des établissements, des collèges et lycées. Ok, merci. À côté de vous, oui. Permettez-moi quand même, parce que sans être délégué par le ministère des Enseignements secondaires, je suis... C'est pas le débat, hein? Oui, c'est pas le débat, mais il faut apporter une précision. Oui, rapidement, on va présenter le troisième invité. Le sous-directeur du contentieux au MINESEC. Oui. Voilà. Il faut quand même dire que ce que le ministre a fait, parce que pendant une période, je crois qu'il y avait eu une sorte de délégation des affectations au niveau des régions. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de l'école, on vous envoyait dans une région. Et en collaboration avec le délégué régional et le gouverneur, on procédait donc au déploiement en fonction des besoins. Mais il faut dire que cette possibilité-là a été ramenée au niveau du ministère et que depuis pratiquement 3 ans, les déploiements, même au niveau des établissements, ça se fait à partir du ministère des Enseignements secondaires. Donc le préfet a certes, le gouverneur a certes des possibilités de, je vais dire quoi, surveiller un certain nombre de choses concernant les administrations. Mais ce que madame a fait, elle est dans son régalien, mais on ne sait jamais, avec l'évolution, comme la décentralisation est là, on pourra donc, à travers des textes qui seront pris, permettre peut-être les gens du terrain de pouvoir essayer de faire un certain nombre de compétences. Merci. Comme on dit souvent, vous ne pouviez pas laisser passer ça sur le plateau. Dans tous les cas, on allait vous taper sur le plateau. Comment vous avez laissé passer ça? Sûrement pas, mais il faut éclairer parce que vous savez que en éclairant, nous tous on gagne. Merci. Bonsoir, docteur Fridelinke. Bonsoir, oui, merci. Je sors du les philosophes, ils sont patients. Hein? Oui, non, tout à fait. Je sors de 4 heures de cours d'affilée et j'ai voulu rendre hommage à cette grande dame. Oui. Nous sommes très tristes de cette disparition-là. C'est un moment important de notre histoire qui est en train de tourner. Oui. Et ça augure de beaucoup de choses dans la façon dont on voit le pouvoir se déployer sur le terrain. Parce que, voyez-vous, tout en rendant hommage et en exprimant cette incompréhension sur les conditions dans lesquelles ces monuments de notre histoire disparaissent. Docteur Nké, permettez donc qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Germaine Abiba-Idjo, c'est 32 années d'exil, 38 ans d'exil, 32 années de lutte pour le retour de la dépouille de son mari. Et des informations font croire que demain, elle sera inhumée à Dakar. Est-ce que ce n'est pas un autre problème? Non, ici... Et la dépouille du président Idjo et la dépouille de son épouse. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé.
Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour amener les deux avec l'ancien président. Je crois que c'est davantage motivé par des raisons pas très rationnelles, en fait pas des éléments pas très rationnels, parce que ce qu'on explique, il n'y a pas de raison valable à ce qu'un mort soit dangereux, sauf dans une approche mystique et autres, où on voit que le retour d'un corps... Des gens pensent que le président est dangereux? Oui, parce que dans ce genre de dispositions, je ne sais pas, ésotériques et autres, on peut s'imaginer plein de choses. Parce que la force d'un pouvoir, ce n'est pas nécessairement ce déploiement rationnel, c'est tout l'ensemble des dispositifs infra-étatiques qui gouvernent même les décisions. Et cette mort m'inspire deux choses principalement, en dehors des autres. Première chose, c'est que quand on voit un pouvoir se déployer, il faut comprendre que Jacques Rancière, un théoricien français, a dit qu'en fait, le politique, c'est par principe l'esthétique. L'esthétique, dans un pouvoir, c'est incarné parfois par la femme, par la première dame. Toute la finesse de cette dame-là, cette personnalité dense, cette vision, elle a une certaine vision du Cameroun qui a impacté beaucoup l'action de son mari. Ça peut être interprété de diverses manières et apprécié de diverses manières. Donc, la force du président Ahidjo, c'est aussi la force que lui a donnée cette dame. Oui. Cette dame, vraiment, avec sa vision, avec sa lucidité, avec cette capacité d'analyse et de résister à certains aléas. Alors, quand on voit un pouvoir se déployer, c'est la première observation qu'on fait. La deuxième observation, c'est que les conditions dans lesquelles elle meurt, les conditions dans lesquelles son mari meurt, interpellent la façon dont nous sommes gouvernés, la façon dont ce pouvoir organise la succession, organise l'histoire qui veut demeurer comme son action. On a beau critiquer, on a beau condamner, le fait est là. Ahidjo, Madame Ahidjo, probablement ne retournera pas ici au pays avant la fin de ce régime. C'est très vraisemblable. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les questions ne se limitent pas. On voit, ça se concrétise. Elle a demandé un ensemble de choses. On a choisi de donner autre chose. Ça veut dire qu'en réalité, on est dans la... Comme d'habitude, on divise. On est allé jusqu'à diviser cette famille. Et on ne peut pas l'observer et le mettre en évidence pour dire qu'un gouvernement qui passe le temps à diviser les familles, à distiller une certaine habitude dans les pratiques, dans le cœur des citoyens, doit se rendre compte qu'à terme, ça peut se retourner contre eux. Et rien ne garantit que les gens auront la paix. Vous parlez de diviser. La nomination de Badjika Ahidjo et Aminatou Ahidjo, pour vous, c'est diviser la famille? Parce que ce n'est pas un signe d'apaisement, comme je l'ai dit. Non, ce n'est pas ce que la famille Ahidjo demandait. Oui. La veuve demandait clairement deux choses. Vous avez rappelé les choses. Il faut qu'on rende son mari, qu'on lui rende l'honneur dû à un ancien chapelet. C'est si difficile de remettre le passeport à quelqu'un. C'est si difficile de ramener le corps. Est-ce que le corps agit? Est-ce que le corps... Oui, certainement, dans certaines logiques. Alors, c'est ma lecture que j'ai fait des décisions prises par le régime de Paul Biya. C'est-à-dire qu'on a demandé deux choses, les honneurs rendus. On avait quand même déjà demandé la réhabilitation, ça a été fait. Oui, et on dit merci au président de la République qui avait compris que ça ne servait à rien. Mais le président dit donc que, bon voilà, on a réhabilité, c'est à vous, à la famille de s'organiser. Non, on ne dirait pas ça quand on est chef d'État. On ne dirait pas que mon prédécesseur, quelles que soient les conditions dans lesquelles il y a eu les séparations, c'est lui qui lui a quand même donné le pouvoir. Oui. Donc le reste, on ne fait pas de leçons au président de la République. Il a ses choix, mais on ne doit pas nous imposer ces choix comme les choix normatifs. Les choix normatifs ici, c'est que il est mort, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a ces gens qui sont dans le coup d'État, qui sont les ministres maintenant. Ouais. Alors, pourquoi ne pas faire venir un corps? Ce n'est qu'un corps. Alors, on comprend comme donc le principe même de l'utilisation qu'on fait donc de la mort du corps d'un ancien président peut donc permettre de lire les intentions même de ce régime. Et les intentions ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on s'attendrait à un régime qui veut vraiment pacifier, qui veut vraiment le développement, qui veut vraiment l'entente, et comme il chante tout le temps, le bien-être et la cohésion sociale. Il s'agit ici, dans ce qu'on a vu,
c'est de récupérer quelques éléments de la famille pour pouvoir donc justifier le statu quo. Ça, c'est le fait. Ça, c'est justifier l'inertie. Ok. Abdoulaye Yado, Oui. je l'ai dit, des informations font état de ce que Germaine Abiba sera inhumée demain à Dakar aussi, comme son mari. C'est D'accord. un autre problème? Pour moi, en tant que je veux décliner, c'est-à-dire mon argumentaire sur 3 angles. Oui. En tant que juriste, le corps même d'un chef d'État appartient exclusivement à sa famille. Ça n'appartient pas au pays, ça n'appartient à personne d'autre qu'à sa famille, Oui. qui peut en disposer comme elle entend. Et s'il a une dernière volonté, on peut maintenant essayer de tenir compte de la dernière volonté du découillus. Ça, c'est d'un. De deux, en tant que musulman, un musulman... Une petite parenthèse, hein, le corps du Idriss Déby Itno sera remis à sa famille vendredi à midi. Voilà. Après l'organisation La cérémonie officielle. Voilà. Midi, Donc, vendredi, l'hommage on va remettre à la officiel, famille. on remet à la famille parce que c'est la propriété exclusive de la famille. Même un président de la République. En tant que musulman, tout musulman peut être enterré partout où il meurt. Un musulman qui meurt en Chine, on peut l'enterrer là-bas sans problème. Même s'il est chef d'État. Quel que soit ce qu'il est, en tant que chef d'État peut-être, Voilà. il y a Parce que certaines le cas de diligences, Idiot, il est quand même chef de l'État. certaines diligences peut-être qu'on peut faire. Oui. Mais un musulman qui meurt quelque part, il peut être enterré là-bas sans problème. Il faut que ce soit dans un carré musulman. Effectivement. Voilà. Ça, c'est deux. Le 3, maintenant, en tant qu'homme politique, le nom du président Ahidjo est chargé de symboles. Vous savez qu'en politique, on peut, parce qu'on est des hommes politiques, soit revendiquer parce que ça peut créer beaucoup d'émotions, soit récupérer si on est au pouvoir et faire un certain nombre de choses parce que ça peut également essayer d'adoucir un certain nombre de choses. Mon parti, l'ANDP, depuis 1996, à chaque congrès ou chaque convention nationale, on a toujours pris une résolution pour le retour des restes du président Ahidjo. Depuis 1996. Donc on a au minimum 4 résolutions demandant le retour de son corps. Donc, Votre leader est à côté du président. Il est à la présidence de la République. Est-ce que cette proximité-là, rien ne bouge véritablement? Bon, la proximité, c'est dans le cadre administratif. Oui. Mais c'est également un leader politique qui prend donc des résolutions à l'occasion des congrès ou des conventions, des résolutions nommément demandant le retour des restes du président Amadou Ahidjo. Donc sur le plan politique, ça a beaucoup de vigueur, beaucoup de courage et c'est clair, c'est transparent. Donc de mon point de vue, par rapport à ce qui s'est passé, il faut donc tenir compte des 3 arguments juridiques, islamiques et politiques que j'ai évoqués pour avoir une position fixe. Samuel Ngamo, je vous vois avec les attributs traditionnels là. Vous êtes attaché à la tradition. Quelqu'un du rang du président Ahidjo qui est toujours depuis 32 ans à l'extérieur. Cette bataille-là, son épouse a mené la bataille. Elle est partie elle aussi, sans avoir vu ce vœu-là s'exaucer. Quelle lecture vous faites de cette situation, des restes du président Ahidjo? Serge Alain, je dois vous dire vraiment que je suis très embarrassé. Parce que ce que M. Ado dit, sur le plan juridique, on ne peut pas discuter. On ne se discute pas. Vu sur un angle religieux, également, on ne doit pas discuter. Nous ne discutons pas des religions, des dogmes religieux. Le problème, c'est au niveau politique. Au niveau politique, il y a beaucoup de questions sans réponse. Un pays se construit à partir de ses valeurs. Et ces valeurs sont formalisées par des modèles. Si dans un pays comme le Cameroun,
on peut considérer qu'un ancien chef d'État est un vulgaire individu qu'on doit abandonner à sa famille. Je me dis qu'il y a un problème. Lorsqu'on a atteint un certain niveau, ou bien un niveau certain dans l'administration, on n'appartient plus à sa famille. On dépasse le cadre de la famille. Sinon, pourquoi on décréterait des obsèques officielles pour certaines autres personnalités? Donc, vraiment, je dis, je ne comprends pas. Ce qui peut justifier. J'ai l'impression qu'il y a un malheur qui pèse sur le Cameroun. Et tant que nous n'allons pas nous réunir pour, comme on dit au village, laver la figure, laver ce malheur. Voilà, le président Ahidjo, il est mort dans les circonstances que nous connaissons, il est enterré à Dakar. Je dois nous rappeler que le président Moumié est mort dans les circonstances atroces, il a été enterré à Dakar. Conakry. À Conakry, tu vois en Afrique de l'Ouest, à Conakry. Et sa dépouille, sa tombe a même été vandalisée. Voilà maintenant la première épouse du premier chef de l'État. Une dame que j'ai connue, pas personnellement, je l'ai connue comme tous les Camerounais. Comme disait Dr Nké, d'une élégance parfaite. On a senti en elle une dame très proche de son mari. Et elle a incarné, elle a suscité des vocations. Parce qu'elle était un modèle du genre féminin pour ces cadets que sont nos épouses, nos sœurs. Voilà aujourd'hui, on va nous dire que, bon, elle appartient également à sa famille, on doit l'enterrer comme la religion musulmane le veut. Mais il y a un principe américain, tout à l'heure vous avez observé, qui s'est habillé comme un notable, je dois vous dire que c'est notable à la cour royale de Bangou. Et nous ne fonctionnons pas seulement avec les dogmes européens, nous avons nos traditions africaines sur lesquelles nous comptons pour fonctionner. Il y a un proverbe de chez moi qui dit qu'on n'enterre pas un enfant dehors et l'autre dedans. Qu'on n'enterre pas un enfant dehors et l'autre dedans. Si nous comprenons, heureux ceux qui ont compris ce que j'ai dit. Ok. Dr Nké, oui. Je voulais dire quelque chose par rapport à cela. Moi, je suis un peu gêné quand j'entends des justifications. Et rien ne justifie cela. Il n'y a pas de justification. Et on a beau chercher à justifier, ça ne justifie pas. En fait, le rapport que nous avons avec la mort, parce que le pouvoir, c'est pour éduquer aussi le peuple. Parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir qui n'a pas pris conscience que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque un événement de cette envergure... À partir du moment où le président Ahidjo a été réhabilité, qu'est-ce qui bloque encore? Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire que des événements comme cela, c'est-à-dire que la mort d'un président hors de son pays et tout ce que cela implique, c'est une nouvelle conscience de soi qu'on doit construire par rapport au rapport à la létalité, à la mort. C'est-à-dire une nouvelle prise de conscience des responsabilités publiques. Parce qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que le politique, c'est quelque chose de, par principe d'esthétique de beau. Tous les gens qui vont trouver le prétexte pour dire que non, Machiavel dit qu'il faut dominer les autres, il faut tuer, ainsi de suite. Non, le principe c'est de l'ordre. Lorsqu'on met de l'ordre, lorsqu'on assainit l'espace public, on doit en fait cultiver une sorte de rationalité qui impacte sur l'imaginaire des citoyens, sur les usages des citoyens, sur ses propres conditionnements même du pouvoir. Parce qu'en réalité, le beau tel qu'incarne la première femme, la première dame, ça a un impact pour, comme disent les philosophes, pour perquisitionner le cœur du souverain, pour qu'il retrouve son humanité en fait. Lorsque dans un pays, dans un régime comme celui-ci, on ne sent pas le cœur du monarque, le cœur du souverain, c'est un problème parce que on se rend compte qu'on est dans une sorte de barbarie qui ne dit pas son nom. Parce que c'est pour conjurer l'effet de l'inhumain que pourrait distiller le pouvoir, c'est-à-dire que cette force brute qu'on pourrait aussi mobiliser parallèlement à cette esthétique, à cette capacité de faire luire le beau
Parce que, vous voyez, toute la parade militaire, les obsèques officielles, c'est le beau qu'on macule, qu'on impose à la conscience nationale comme quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Parce que gouverner, c'est être bien. Et quand on dit gouverner, et on me dit que c'est des gens qui boivent du sang, c'est des gens qui voient des cadavres, ça ne leur dit rien, c'est des gens qui entretiennent l'industrie du cadavre, comme ça se fait dans le nord, l'ouest, le sud. Parce que cette mort, elle est pacifique, mais il y a des morts qui sont entretenues à dessein. Parce que les gens préparent une succession, parce que les gens s'organisent déjà pour placer leurs pions sur l'échiquier. Donc on va au-delà même de la question du retour et au-delà surtout des considérations basses de la religion. En fait, sinon nous sommes déjà au niveau de l'État. L'État est laïque. L'État s'impose comme une exemplarité, en fait, pour le dire tout droit. Donc elle doit conjurer toutes les aspirations instinctives, des petites passions, des petites rancunes, des petites rancœurs, et tous ces petits dispositifs où l'intérêt de certains groupuscules, sous le prétexte, on me dira que les émotions, ne sais pas, c'est un truc sensible, c'est toujours des prétextes pour persévérer dans la bêtise politique. Et c'est ça que nous devons faire observer ici. Nous disons que dans le cas d'espèce, parfois dans nos familles, lorsqu'un malheur frappe une famille, notre grande famille Cameroun, le pouvoir qui a la responsabilité, le président de la République qu'on a élu, c'est-à-dire qui nous représente tous, pas tous ces gens-là qui sont autour de lui là, qu'on ne connaît pas, qui impose un diktat à la conscience nationale. Il doit se retrouver avec nous tous, dans une communion, dans une synergie, et méditer. Où est le recueillement? On ne sait pas encore recueilli. On a nos martyrs qui sont morts, on ne sait pas recueillir. On a juste une propension hégémonique de quelques groupuscules, de quelques égos surdimensionnés qui s'imposent à la conscience nationale et qui irritent les citoyens au point où rien ne nous garantit, au point où ils entretiennent une guerre permanente, une guerre de chacun contre tous, de tous contre chacun. Et c'est ça, c'est pourquoi on a banalisé la mort. Et cette banalisation de la mort fait en sorte que toutes les valeurs qui devaient incarner la République, notre République, paix, travail, patrie, sont aussi bafouées. Parce qu'il n'y a pas une exemplarité du point de vue du pouvoir en place pour instruire, pour susciter du beau dans le regard des gens. Parce que gouverner, c'est imposer une démarche critique qui va faire en sorte que... Parce que le développement, ce n'est pas juste un ordonnancement officiel. Nous, on sera émergent en 2035. Si vous ne pouvez pas déjà enterrer les gens dans les normes, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez même pas une perception du développement. Une perception du développement qui s'impose parce que on induit les citoyens, en fait, je ne dirais pas un gros mot comme formater. On formate les citoyens à ce qu'ils aient un regard, qui se braque le regard sur ce qui est bien. Regardez comment la morale publique est à terre. C'est-à-dire que les gens font n'importe quoi, déjà même au niveau des citoyens. Parce que le citoyen, il ne suit que l'exemplarité qui vient du haut. En fait, le chef n'a pas une boussole. Alors nous tous aussi, on est en brousse. C'est ça le problème. La boussole ici, c'est quoi? C'est nous retrouver, faire une sorte de recueillement des obsèques officielles obligatoirement. Mais ça ne sera pas fait. On va perdurer dans la fuite en avant parce qu'on sait qu'on est sûr, on est trop fort. Parce qu'il y a des idéologues aussi. Vous voyez, ces attitudes-là sont justifiées par une pensée, puis par un déraisonnement. Parce qu'on me dit vraiment, non, un chef d'État n'appartient pas à sa famille. C'est donc ça la logique. On vous dit que c'est un chef d'État. On ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Un chef d'État, c'est l'expression de l'intérêt général, de la volonté de tous. Donc il ne s'appartient même plus. C'est pourquoi certains qui sont au pouvoir là, ils doivent aller, ils volent, ils pillent, ils vont faire des choses dans leur village parce qu'ils se disent qu'ils appartiennent à leur village. Lorsqu'on arrive à ce niveau, des ministres par exemple, des directeurs, des grandes par exemple, on ne s'appartient plus. On n'est pas là pour s'occuper à placer ses enfants. Okay. On doit travailler pour le bien commun. Et c'est important qu'on le rappelle. Des événements comme ceci peuvent être dans un pays normal l'occasion de s'amender. Mais j'espère qu'ils vont avoir le... Voilà, Abdoulaye Yado, Amadou Ahidjo, condamné à mort par contumace après les événements de 84, réhabilité par la suite. Mais Germaine Abiba Ahidjo, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, fait savoir qu'elle n'avait toujours pas son passeport camerounais. Elle se déplaçait avec le passeport diplomatique sénégalais. Comment comprendre que jusqu'à sa mort, elle n'est toujours pas ce papier-là qui faisait d'elle une Camerounaise à part entière?
Bon, honnêtement, ne connaissant pas le dossier, je ne sais pas ce qui n'a pas pu marcher pour que ce soit comme ça. Je dis, une société a des règles. Une société est organisée. Je prends les grandes démocraties, je prends la France. Valéry Giscard d'Estaing, il a été enterré comment et où? Il était président français parce qu'il avait dit, et sa famille a voulu que ce soit comme ça. C'est dans la stricte intimité familiale. Je ne suis même pas sûr qu'il a reçu les hommages de chef d'État français. Quand Mitterrand est décédé, le président Mitterrand, il a eu les hommages, mais on l'a restitué à la famille. Le président Chirac, c'est la même chose. Je crois que c'est eux qui ont apporté la République avec la Révolution. Donc, on ne peut pas mieux dire que ces gens-là. Ça, c'est d'un. De deux, il y avait eu une rumeur qui a couru sur la mort de Mme Germaine Aïdjo il y a quelques mois. Oui. Moi, je vous ai donné la position de mon parti qui a réitéré depuis 1996 son souhait de voir le retour des restes du président Aïdjo. Moi, personnellement, quand j'avais appris le décès de Mme Germaine Aïdjo, il y a quelques mois, j'ai pris une position publique où j'ai demandé que tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour qu'elle rentre, qu'ils aident cette dame à venir dans le pays de ses ancêtres, son souhait même, parce qu'elle est de Mokolo, à l'extrême nord. Mais en même temps, on disait qu'elle ne peut pas laisser son époux au cimetière exemple, musulman de Yoff. Voilà, je suis en train de dire... Elle ne peut pas venir au Cameroun laissant son époux derrière. Donc, son souhait même, parce que derrière elle, sa maman est décédée à Mokolo, son fils qu'elle a eu, pas avec le président Aïdjo Toufik, est également décédé. Elle n'a pas pu être là. Mais il y a un dilemme. Vous l'avez relevé. Monsieur Mohamedou Badjika Aïdjo est collaborateur du chef de l'État. Il est issu c'est le fils du président Aïdjo. Aminatou Aïdjo, elle est là, elle est revenue, elle travaille avec ce régime. Toutes les positions publiques que j'ai suivies des responsables du régime, ils ont dit que pour eux, il s'agit d'un problème purement familial. Ça, plusieurs l'ont dit, que ce soit dans le RDPC, et là je cite M. Grégoire Ouona, que ce soit au niveau même des ministres de la République, ils disent que c'est une question purement familiale. Dans quelle mesure on va donc savoir, si on ne connaît pas le dossier, que ce régime fasse tellement du mal qu'on admet les enfants d'Aïdjo qui collaborent, qui travaillent avec le régime, mais le corps qui en réalité est inoffensif, que ce soit comme ça. Donc peut-être... Une affaire familiale, c'est-à-dire quoi? Que le reste du président Aïdjo entre Ayagarwa comme ça, c'est ça une affaire familiale, que la famille a trouvé un espace où mettre ces restes-là? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on entend par une affaire familiale? Je me dis, parce que je n'ai pas tous les éléments pour dire de manière irréfutable que c'est ça, je me dis qu'ils se sont dit que dès lors que la famille va décider du jour, du moment, l'État du Cameroun va mettre à la disposition de cette famille-là toutes les commodités nécessaires pour venir inhumer le président Aïdjo dans toute la dignité de son rang. Bon, peut-être jusqu'au décès de Mme Germaine Aïdjo, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et c'est avec un regret, parce que qu'on n'aime pas le président Aïdjo, le président Biya lui-même, il sait qu'il a reçu le pouvoir des mains du président Aïdjo, qui pouvait, à la dernière minute, modifier la constitution, ou même
à la dernière minute, le limogé est désigné un autre Premier ministre qui pourrait assurer l'intérim. Donc, de mon point de vue, moi, je crois que je dis que ce qui s'est fait, ça touche. Mais, pour moi, tout ce qui s'est fait pour l'instant, ça reste dans le cadre des lois, des règlements, des traditions religieuses de M. Aïdjo et de Mme Germaine Aïdjo. Samuel, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que notre Abdoulaye dit. En réalité, quand je me prononce ainsi, ce n'est pas du point de vue strictement politique. Parce que si on reste du point de vue strictement politique, je vais même demander qu'on ne ramène pas son corps. Ouais. Non, il faut nous soyons clairs parce que il faut être cohérent dans ce que... Il faut que les gens me comprennent bien, que les spectateurs me comprennent bien. Le président Aïdjo n'a pas fait que de bien dans ce pays. Ouais. Il a été insupportable même parfois par rapport à certaines tragédies, à certains crimes énormes. Je ne suis pas sûr que s'il faut comptabiliser ce qu'il a fait contre ce pays par rapport au régime actuel, il gagnerait sur Paul Biya. Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux me situer du point de vue vraiment de la morale et de la prospective. Parce que notre rôle, c'est de rappeler ces fondamentaux avec la conscience quand même que nous avons, la conscience de soi et comme j'ai dit, la conscience des responsabilités qui nous incombent. Quelles sont les leçons que nous laissons aux générations qui viennent? Quel est l'héritage du président Biya par rapport à certaines situations critiques comme celle-là? Parce que c'est une situation critique où effectivement on se rend compte que notre prédécesseur n'a pas été exemplaire d'un certain point, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue du mentorat. Parce que si on considère que c'est le mentor du président Paul Biya, ce n'est pas comme ça qu'on gère un dauphin. Bon, il faut rentrer dans la lucidité. Mais il faut quitter, lorsqu'on a dit cela, il faut quitter ce pan. Mais il faut quand même le dire, parce qu'on a eu tous ces massacres que nous avons eu dans ce pays-là, c'est à cause du président Amadou Aïdjo et de sa complicité avec la France. Et le néocolonialisme a été très fort ici à cause du président Amadou Aïdjo. Mais quand on a dit cela, on doit rappeler quand même que non. Arriver à ce niveau, on ne peut pas discuter avec un cadavre. Il a fait ce qu'il a pu, on doit avancer. On ne peut pas avancer en entretenant ces frustrations, ces manœuvres sordides et purement aussi criminelles. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je comprends certaines positions, mais avançons quand même. Et on ne peut pas avancer avec ces cadavres dans le coffre. Oui. Ok. Samuel Ngamo, il a dit également à Abdoulaye Ado, pour lui, le gouvernement attend seulement que la famille dise que bon voilà, on aimerait telle date pour que tout se mette en branle, selon Abdoulaye Ado. Oui, j'ai suivi comme vous, ce que disait mon copanéliste, M. Abdo. Je vais réagir tout de suite en commençant par le contexte. Oui. Il a pris pour référence deux chefs d'État français, oui. trois même, qui ont demandé que s'ils meurent, c'est leur demande. Je voudrais, même la politique doit être contextualisée. Le mort pour l'Africain n'a pas la même signification que le mort pour l'Européen. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Et effectivement, ils ne sont pas morts. Donc, vous n'avez qu'à voir, même dans nos propres familles, vous apprenez que quelqu'un est malade, vous traînez les pas, allez lui rendre visite. Mais dès qu'on vous dit que la personne est décédée, à la même seconde, vous arrêtez toute affaire cessante, vous mobilisez tout ce que vous avez comme énergie pour aller au deuil. Regardez même les morgues en Occident. Les morgues sont construites pour recevoir 15, 20 personnes. Mais on a essayé cette situation en Afrique. On se rend compte tout de suite que nous ne sommes pas la morgue chez nous, c'est un autre lieu. C'est la foule, hein, le lever de corps chez nous. C'est pour cela, lorsqu'on intègre tout cela, on comprend que on ne peut pas, lorsqu'on se met à parler du cas Aïdjo, évoquer les cas Mitterrand, Giscard et autres. Nous avons en Afrique une autre façon de gérer nos morts. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui,
notre président, son Excellence Paul Biya, il est au pouvoir, nous ne souhaitons pas sa mort. Mais ce qui est sûr, sa mort va arriver. Je ne sais pas si je partirai avant lui. S'il part là, demain, avant moi, je ne voudrais pas entendre qu'on me dise que c'est sa famille qui doit gérer ce deuil. Personnellement, je mobiliserai les gens de mon village, les groupes de danse. Même si on doit fêter seulement en Bamayo et faire le deuil, nous arrêtons là-bas, on va faire le deuil, on va rentrer, on va retourner. Parce que tant que l'Africain n'a pas fait, tant qu'il n'a pas opéré ses choix, il n'a pas fait le deuil comme on dit, il y a toujours une voile. Donc vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun n'a pas fait le deuil du président Ahidjo? Absolument. Pas seulement du président Ahidjo. Tous nos martyrs. Les NS Wangé. Ils sont nombreux. Nous n'avons pas encore fait le deuil de tous nos martyrs. Et tant qu'on ne fera pas le deuil de ce martyr, nous allons évoluer un peu comme la danse Bafia. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et lorsque vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière, au lieu d'avancer, vous reculez. Vous reculez. Donc je reviens dans le cas Ahidjo pour dire, quel que soit le bilan qu'on peut faire de ses actions politiques, il a été chef d'État dans ce pays. Et même lorsqu'on regarde ce bilan, il a beaucoup plus de circonstances atténuantes que de circonstances aggravantes. Parce que si on compare un peu son régime à celui d'aujourd'hui, et permettez de vous dire que, alors qu'aujourd'hui, on a des circonstances aggravantes, le régime d'Ahidjo a commis certes des gaffes, mais a beaucoup de circonstances atténuantes. Or, lorsque la mort arrive, vous les juristes, vous dites que la mort arrête tout procès. Donc même en termes de procès, la mort arrête le procès. Et maintenant, on regarde le symbole. On regarde quelle information la mort nous donne. Et on doit travailler maintenant. Tout à l'heure, dans ma prise de parole, je l'ai dit. Lorsque nous ne valorisons pas nos valeurs, jusqu'à banaliser ce que peut dire un président de la République, vous voyez jusqu'à quel niveau? Et après, on se plaint que les jeunes sont en déperdition, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de repères. Justement, sans repères, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Vous voulez aujourd'hui, là, on a banalisé la fonction de chef d'État. Un chef d'État, on le ramène, il appartient à sa famille. Comment pensez-vous que la jeunesse puisse avoir des repères? Chaque jeunesse a des piliers sur lesquels elle s'accroche pour avancer. Donc c'est pour ça que je dis, Saint-Germain, faisons très très attention. Très très attention parce que le président Ahidjo, comme tous les présidents qui sont passés et qui arriveront, n'appartiennent plus à leur famille. Ils sont dans ce qu'on appelle le patrimoine de la nation. Voilà. Et la nation doit se comporter vraiment en responsable lorsque l'un d'eux arrive à disparaître. Abdoulaye Yado, avec la disparition de l'ex-première dame, comme je vous ai dit, est-ce que ça fait 2 problèmes? Ça peut pousser les autorités à revoir ce dossier, on va l'appeler comme ça, ce dossier du rapatriement des restes du président Ahidjo. Je crois qu'il faut... Avec le décès de Germaine Abiba Ahidjo. Je crois que c'est aux enfants de Ahidjo maintenant, puisque la maman n'est plus là, c'est à eux maintenant de prendre les initiatives. Il y a certaines de ces filles qui sont avec elle à Dakar. Oui. Je peux me tromper, je crois, il y a une qu'on appelle, je ne sais pas si Babette, dans tous les cas, il avait 3 grandes filles, voilà. Et également, il y a Aminatou Ahidjo, qui est l'enfant biologique de Germain. C'est vrai que Mohamedou Bazika Ahidjo n'est pas l'enfant de Germain. Voilà. Donc, cette famille-là peut donc, aujourd'hui, décider de continuer le combat de Germaine Ahidjo, feu Germaine Ahidjo, en demandant maintenant, non plus le rapatriement des restes de M. Ahidjo, mais des restes de M. Ahidjo et
Feu Germaine Ahidjo également. Je crois que le Cameroun, c'est vrai qu'il y a du cynisme parfois en politique. Mais de mon point de vue, je me dis que si les enfants de Feu Ahidjo sont en train de collaborer avec ce régime, si c'est une attitude du régime qui fait dans le cynisme politique, il faut donc maintenant pousser le régime à bout pour qu'on voit si effectivement le problème vient des membres de la famille ou du régime en place. Là, chacun pourra maintenant trancher s'il réitère la volonté de ramener les corps ou les restes des corps ici au pays. Voilà, plutôt Dr Tenke, est-ce que cette disparition peut augurer d'une nouvelle façon de voir les rapports entre la famille Ahidjo et le régime de Yaoundé? En réalité, moi je ne voulais pas dire ce gros mot que mon co-panéliste vient de prononcer. Effectivement, nous sommes en plein cynisme. En plein cynisme. Quand il disait tout à l'heure, il a semblé ne pas acquiescer, mais il revient à ce que j'ai dit au départ. C'est que fondamentalement, déjà, il y a beaucoup de cynisme. Et c'est de bonne guerre, hein, je vous le dis. Nous sommes en politique politicienne, en politique tropicale. Des gens s'autorisent. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut envisager cela à une autre dimension. La situation, excusez-moi de le dire, la situation du président Ahidjo et Mme Germaine Ahidjo, c'est un épiphénomène par rapport à tout le travail de réparation de l'humain qui s'impose dans ce régime. Il faut qu'on remette l'humain au centre et la morale publique au centre des préoccupations. Et la morale publique passe par la prise en compte de certaines valeurs, et je le dis, je le répète, d'une perception que nous avons même de nos dirigeants. Parce que quand on parlait ici que la politique est essentiellement esthétique, c'est-à-dire expression du beau, le beau, ce n'est pas ce qu'on dit là. Parce que quand il parle du cynisme, le cynisme, c'est avoir du plaisir à faire souffrir autrui. Vraiment par cynisme, quand on dit par cynisme, tu as le plaisir de faire souffrir autrui, parce que tu as développé un mauvais goût. Et c'est ça. Il faut que les gens au pouvoir développent du bon goût. Et le bon goût s'oppose à cette désarticulation de l'humain. Parce qu'ils sont en train de désarticuler les gens, les familles, le vivre ensemble, qu'ils prêchent pourtant formellement, mais ils sont en train de désarticuler l'homme. Et ce gramme-là fait plaisir, prospère et est rentable surtout. Donc le cynisme est couplé à la cupidité et plus que ça, à une sorte d'abaissement systématique des populations. Et on ne peut pas le voir, ce n'est pas parce qu'ils vont faire revenir le corps que ça va résoudre le problème. Bien pas parce qu'ils vont faire en sorte que la famille prenne les responsabilités. Non, la famille n'a pas de responsabilité à prendre. Eux-mêmes le savent. Ils doivent prendre leurs responsabilités qui ne rentrent pas dans le dilatoire. Fondamentalement, ils doivent réparer cette cité. Voilà, on va s'arrêter là, on va revenir après le journal parce qu'on nous fait des grands signes. La famille n'a pas de responsabilité à prendre, c'est ce qu'on retient de cette première partie. Voilà, monsieur, on se retrouve après le 20h de série Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Ce samedi sur Equinox Télévision. The Voice Afrique francophone saison 3 est de retour. Mais sors-moi ta voix, sors-moi ta ma part. Wow! Quelle voix! C'était beau, ça m'a donné des frissons. Après les auditions à l'aveugle, les battles, les